Benito Amilcar Andrea Mussolini naît le 29 juillet 1883 à Predappio, un petit village isolé de la région de l'Émilie-Romagne, en Italie. Fils d'un père anarchiste, Alessandro Mussolini, et d'une mère pieuse et enseignante, Rachel Guidi, il grandit dans une famille où l'opposition à l'autorité est omniprésente. Son père, un homme à la fois passionné et radical, est un fervent défenseur des idéaux socialistes et anarchistes, alors que sa mère incarne la stabilité et la tradition. Cette contradiction au sein de son foyer imprègne profondément Benito et façonne son caractère pour le reste de sa vie. Dès son enfance, Mussolini se distingue par sa personnalité complexe. Élève difficile, il entre en conflit avec les autorités scolaires et ses professeurs n'hésitent pas à le qualifier de turbulent et d'indiscipliné. Il est un jeune homme au tempérament fougueux, audacieux et doté d'une grande intelligence. Mais sa rébellion contre l'ordre établi commence tôt. Après avoir été expulsé plusieurs fois de l'école primaire, il s'en remet à l'influence de son père et de ses convictions politiques, tout en développant un fort sentiment de rejet envers l'autorité et les conventions sociales. Son éducation est dominée par une atmosphère de passion idéologique. Dans les rues de Predappio, Benito entend souvent son père débattre avec ses voisins de la politique et de la révolution, des discussions où il apprend que la société est injuste et qu'il est nécessaire de la changer. Cela va nourrir son esprit révolutionnaire et sa quête de pouvoir absolu. Son père, fervent socialiste, et sa mère, conservatrice et religieuse, vont être des figures opposées qui nourriront son esprit critique et sa soif de renouveau politique. Cette polarité devient un terreau fertile pour ses futures ambitions. À 14 ans, Mussolini quitte sa ville natale pour s'installer à Forlì, où il poursuit ses études. Bien qu'il ait une certaine aptitude pour l'étude des lettres, son esprit se tourne rapidement vers des idées plus radicales. Pendant cette période, il adopte des idéaux socialistes, suivant les traces de son père. Mais l'homme qui naîtra ne sera pas simplement un révolutionnaire. Il sera celui qui, plus tard, incarnera une nouvelle forme de dictature, l'ascension d'un homme se nourrissant d'ambition et de déception. De l'enseignement à la journalisme, l'éveil d'un leader. Après avoir quitté l'école, Mussolini choisit de devenir enseignant, mais l'ennui et les limitations du système éducatif ne l'attirent pas. Ses premières années dans la profession sont marquées par un sentiment de frustration. Il décide alors de quitter l'enseignement pour embrasser une carrière de journaliste. C'est dans la presse qu'il trouve sa voie. Très vite, il devient un homme public, un orateur dont les discours enflammés captivent les foules. Ses premiers écrits, publiés dans des journaux socialistes, illustrent déjà une personnalité en pleine évolution, prête à abandonner la pureté du socialisme au profit d'une vision plus radicale, voire totalitaire. En 1912, Mussolini devient rédacteur en chef du quotidien socialiste Avanti et gagne en influence. Il se fait remarquer pour son éloquence et ses convictions. Mais la Première Guerre mondiale bouleverse sa vision du monde. Mussolini, en rupture avec la majorité des socialistes italiens, soutient l'entrée de l'Italie dans la guerre. Il rompt ainsi définitivement avec la gauche, qu'il accuse d'être trop timorée, et se rapproche des idéaux nationalistes. La Grande Guerre. L'origine de son impérialisme. La guerre de 1914-1918 transforme Mussolini en un homme forgé par la guerre, mais aussi un homme plus radical et plus nationaliste. En 1915, l'Italie entre en guerre aux côtés des Alliés et Mussolini s'engage dans l'armée en tant que volontaire. Il est blessé à plusieurs reprises, mais cette expérience le façonne profondément. Mussolini revient de la guerre avec une vision plus large. Celle d'une Italie forte, unie et indépendante, et d'une Europe où l'Italie serait une grande puissance. De retour chez lui après la guerre, il ne trouve qu'un pays dévasté par le conflit, une Italie déprimée économiquement,
où la violence de la guerre est exacerbée par une lutte de classe violente. C'est dans ce contexte que Mussolini fait son entrée dans la politique active. En 1919, il fonde le Fasci di Combattimento, un mouvement paramilitaire nationaliste. Le pays est divisé par des grèves, des violences sociales et une insécurité généralisée. Mussolini, avec sa rhétorique enflammée et son charisme naturel, devient un porte-parole de l'ordre et de la révolte contre la faiblesse du gouvernement. C'est dans ce terreau fertile qu'il trouve sa place en tant que leader du fascisme. L'ascension au pouvoir, la marche sur Rome. En 1922, l'Italie est un pays en proie à une instabilité politique constante. Le gouvernement de l'époque est trop faible pour faire face aux soulèvements sociaux, à la montée des partis extrémistes et à la crise économique. C'est dans ce contexte de chaos que Mussolini et ses fascistes décident d'agir. Le 28 octobre 1922, il organise la marche sur Rome, une démonstration de force symbolique visant à prendre le contrôle du gouvernement italien. Mussolini, avec ses partisans, marche vers la capitale, menaçant de renverser le régime en place. Face à cette menace, le roi Victor Emmanuel II cède et nomme Mussolini président du Conseil. C'est ainsi que commence la dictature fasciste en Italie. Mussolini, à la tête du pays, met rapidement en place un régime totalitaire. Il dissout les partis politiques, interdit les syndicats indépendants et impose la censure de la presse. Il renforce le contrôle de l'État sur tous les aspects de la société, des médias à l'éducation, et impose une vision du monde basée sur l'autorité absolue, la discipline et la force. Ses premières années au pouvoir sont marquées par des réformes économiques, sociales et culturelles qui visent à contrôler chaque aspect de la vie italienne. Le fascisme et l'impérialisme. L'aventure africaine et la guerre. Mussolini n'est pas satisfait de simplement gouverner l'Italie. Il rêve d'une grande Italie impérialiste, digne de l'Empire romain. En 1935, il lance l'invasion de l'Éthiopie, un acte d'agression qui va profondément marquer son héritage. La guerre d'Éthiopie est un échec stratégique et moral condamné par la communauté internationale, mais Mussolini réussit à annexer le pays, créant ainsi un empire colonial. Cette aventure impérialiste se révèle cependant coûteuse et marque le début du déclin de son pouvoir. En 1939, l'Italie entre dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés de l'Allemagne nazie, formant un axe fasciste. Mussolini, qui se croit capable de jouer un rôle central dans cette guerre mondiale, se trouve rapidement submergé par les événements. L'armée italienne, mal préparée et mal équipée, subit une série de lourdes défaites, d'abord en Afrique du Nord, puis en Grèce et sur le front russe. La chute du DUS, l'emprise du pouvoir et la dérive. Les défaites militaires sont un coup dur pour Mussolini, mais ce sont surtout les difficultés internes qui le détruisent. En 1943, après le débarquement allié en Sicile, la situation devient ingérable. Le Grand Conseil fasciste vote sa destitution et Mussolini est arrêté par le roi. Il est emprisonné, mais l'Allemagne nazie intervient pour le libérer. Mussolini est alors placé à la tête d'un État fantoche dans le nord de l'Italie, la République sociale italienne. Mais son pouvoir est désormais illusoire, et l'Italie est divisée entre les Alliés et les forces de l'Axe. En 1945, les forces alliées s'approchent de Milan et Mussolini, avec sa maîtresse Clara Petacci, tente de fuir. Ils sont capturés par des partisans italiens et exécutés sommairement le 28 avril 1945. Leurs corps sont exhibés en place publique, suspendus à un câble et mutilés par la foule en colère. Mussolini, qui avait rêvé de restaurer la grandeur de l'Italie par la guerre et l'expansion, meurt de manière violente et humiliante, une fin qui semble refléter la futilité de ses ambitions. Benito Mussolini restera l'une des figures les plus controversées du XXe siècle.
Son ascension fulgurante, son pouvoir absolu, ses échecs militaires et sa chute tragique sont un miroir des dangers du totalitarisme et de l'impérialisme. Son héritage, bien qu'entaché de violence et de répression, incarne les ambitions démesurées d'un homme qui, dans sa quête de pouvoir, a plongé son pays dans la guerre et la souffrance. Mussolini a marqué l'histoire de l'Italie, mais aussi celle du monde, en tant que symbole du dictateur autoritaire et de la démesure. Dans la nuit du 18 juin 1940, une voix grave, pleine de détermination, résonne à travers les ondes de la BBC, bouleversant à jamais le cours de l'histoire de la France. Une voix qui semble surgir d'une époque révolue, mais qui incarne l'esprit d'un homme dont le nom serait inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire mondiale. Charles de Gaulle, ce géant de la politique, ce stratège, ce visionnaire, se lève pour défier l'occupant nazi, pour refuser la défaite et appeler à une résistance qu'il incarnera pendant des années. Charles de Gaulle naît à Lille, le 22 novembre 1890, dans une famille bourgeoise, enracinée dans les valeurs de la France catholique et monarchiste. Dès son plus jeune âge, il ressent cette obligation impérieuse de servir sa patrie, un sentiment qu'il nourrit tout au long de sa vie. Élevé dans un environnement où l'esprit militaire et l'amour de la France sont omniprésents, il aspire à un destin exceptionnel et non à une existence ordinaire. Le jeune Charles se distingue très tôt par son caractère autoritaire, mais aussi par son intelligence froide et ses opinions parfois divergentes de celles de ses contemporains. Son parcours à l'école militaire de Saint-Cyr, un endroit où l'élite des soldats français est forgée, le marquera durablement. Là-bas, il apprend à allier une pensée stratégique rigoureuse à une soif de pouvoir qui ne cessera jamais de l'animer. Dans la Première Guerre mondiale, il fait ses premières armes sur le champ de bataille. Mais ce n'est pas la guerre qui façonne le futur général. C'est le respect profond qu'il gagne en observant l'échec du commandement militaire français, son incapacité à anticiper les mouvements de l'ennemi et surtout son refus d'admettre que la guerre moderne, mécanique et rapide, impose des réformes profondes. Ce constat deviendra la base de sa pensée stratégique. Au moment où la France s'effondre face à la Wehrmacht en 1940, Charles de Gaulle, devenu général, se trouve dans une position inédite. Alors que tout semble perdu, le destin de la France et d'une grande partie du monde libre repose sur ses épaules. Le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, signe une paix honteuse avec l'Allemagne nazie, abandonnant le pays à l'occupant. C'est là que de Gaulle entre en scène. Dans un acte de défiance pure, il refuse de reconnaître le gouvernement collaborateur et prend la direction de la France libre, une cause pour laquelle il va lutter contre vents et marées. Depuis Londres, il galvanise la résistance en lançant son appel historique sur les ondes de la BBC. Sa voix devient le symbole d'un espoir pour un peuple brisé, une nation qui refuse de plier sous la botte nazie. En 1944, de Gaulle revient en héros à Paris, alors que les Alliés entrent dans la capitale française. Il s'impose alors comme l'architecte de la libération, mais aussi comme un leader incontesté, respecté par ses pairs, mais également par ses ennemis. À la fin de la guerre, l'épée de Gaulle ne se replie pas. Il choisit de quitter la scène politique, déçu par l'instabilité et la lenteur de la XXe République. La France, bien que libérée, est fragile. Les tensions politiques entre partis, les luttes internes et la faiblesse du gouvernement donnent naissance à une démocratie moribonde, incapable de résoudre les problèmes économiques du pays. De Gaulle se retire, mais pas pour longtemps. Il sait que la France a besoin d'une figure forte, capable de restaurer l'ordre et la grandeur. À travers ses écrits et son aura, il continue de préparer son retour. En mai 1958, une nouvelle crise éclate en Algérie, ancienne colonie française, où la guerre d'indépendance fait rage. Les événements en Algérie plongent la France dans une instabilité telle que la crève république semble au bord de l'effondrement.
Les manifestations populaires et les menaces de coup d'État forcent la main du gouvernement. C'est alors que, sous une pression immense, De Gaulle est rappelé à la tête du pays. Le 1er juin 1958, Charles de Gaulle accepte d'assumer les pleins pouvoirs et de devenir le nouveau président du Conseil, mais uniquement sous la condition qu'une nouvelle constitution soit rédigée, afin de doter la France d'un régime stable. Ce régime deviendra la veuve république, dont il sera le premier président. Les réformes qu'il met en place auront un impact profond sur la structure de la France moderne. La présidence de la République devient le cœur du pouvoir, avec un exécutif fort et une stabilité politique qui fait défaut aux précédentes républiques. Le général de Gaulle sait que la France a besoin d'unité et d'autorité, et c'est ce qu'il incarne désormais. Mais de Gaulle n'est pas qu'un homme de pouvoir intérieur. Il voit la France non seulement comme une grande nation, mais aussi comme une force en Europe et dans le monde. C'est dans cette vision qu'il introduit des réformes diplomatiques majeures. De Gaulle est un fervent partisan d'une Europe forte, mais une Europe indépendante des superpuissances, en particulier des États-Unis et de l'Union soviétique. Il impose la politique de la France indépendante. Il retire la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966, affirmant que le pays ne veut pas être subordonné à une puissance étrangère. À ses yeux, l'indépendance militaire et diplomatique de la France est essentielle à son rôle de leader européen. La construction d'une Europe de la défense, loin des structures sous domination américaine, devient l'un de ses objectifs. Il rêve également d'un rapprochement avec les pays du tiers-monde, les nations nouvellement indépendantes, qu'il voit comme des partenaires potentiels dans la construction d'un monde multipolaire. Sa politique vis-à-vis de l'Afrique, de l'Algérie et de ses anciennes colonies, ainsi que ses relations avec le monde arabe, marqueront son mandat de façon indélébile. Mais à l'apogée de sa carrière, alors que la France prospère, la contestation commence. En mai 1968, les étudiants et les ouvriers se soulèvent contre l'autorité de l'État. Les barricades sont érigées à Paris et le pays est plongé dans une crise sociale. De Gaulle, face à cette révolte, conserve sa position de dignité. Il ne plie pas. Mais dans un geste de réflexion, il se rend en Allemagne, seul, pour prendre la température de la situation. Au retour, il voit un pays à la dérive. Et sa décision d'aller aux élections présidentielles de 1969 ne se fait plus avec la même assurance. Après un référendum en 1969 où il échoue à faire passer ses réformes, Françaises, Français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote. Au cas où votre réponse serait non, il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. De Gaulle décide de se retirer définitivement de la politique. Le général, celui qui a donné à la France sa grandeur, décide de quitter le pouvoir. Il démissionne, comme il l'avait toujours dit qu'il le ferait s'il n'avait plus l'assentiment du peuple. Charles de Gaulle est l'un de ces personnages dont l'impact se mesure non seulement dans le temps qu'il a passé à gouverner, mais aussi dans les fondations qu'il a laissées pour la France d'aujourd'hui. Son héritage est celui d'un homme d'État visionnaire, d'un leader capable d'imaginer une France indépendante et forte, en dépit des tempêtes politiques et sociales. Il a transformé la Constitution, modernisé la politique française et offert à la nation un avenir solide dans un monde en pleine mutation. Et même après sa mort, son nom reste synonyme de dignité, de fierté et de vision. Joseph Vissarionovitch Djougashvili, mieux connu sous le nom de Staline, naît le 18 décembre 1868 dans le petit village géorgien de Gori, situé dans l'Empire russe. Il est le fils de Vissarion Djougashvili, un cordonnier alcoolique, et de Keke Geladze, une femme pieuse et dévouée à son mari malgré ses abus. Le jeune Joseph grandit dans un environnement de pauvreté et de violence marqué par l'alcoolisme de son père et la maladie de sa mère. Très tôt, il est exposé à la brutalité et à la souffrance. Staline est un enfant malade,
souvent victime de fièvre et de blessures. À l'âge de 7 ans, il contracte la varicelle et une infection à la joue qui le laissera avec un visage cicatrisé, une caractéristique physique qu'il conservera toute sa vie. Son père, un homme cruel et violent, bat souvent Joseph, ce qui nourrit sa rancœur et son désir d'échapper à cette vie misérable. L'enfance d'un orphelinat. Joseph est envoyé dans une école religieuse à Gori, un séminaire orthodoxe à l'âge de 9 ans. C'est ici que, pour la première fois, il rencontre la discipline stricte et l'observation des rites religieux. Bien qu'il soit un élève intelligent, il déteste l'ambiance rigide de l'école. L'enseignement rigide et la discipline du séminaire lui laissent une impression durable de rejet de l'autorité, ce qui marquera son comportement plus tard dans sa vie politique. À 15 ans, après une enfance marquée par la violence et la pauvreté, Staline perd sa mère, Keke, qui meurt d'un cancer. Il se retrouve ainsi orphelin et seul face au monde. Son père l'avait déjà abandonné depuis des années et il se trouve sans soutien familial ni ressources. Sa vie devient un tourbillon de solitude, de lutte pour survivre et de désir de vengeance contre un monde qui lui a refusé la compassion. C'est dans cet environnement difficile que Staline commence à se forger ses premières idées politiques. Très tôt, il est attiré par les idées révolutionnaires du marxisme. Il rejoint des mouvements étudiants marxistes clandestins, nourris par une volonté de renverser l'ordre social établi et de mettre fin aux injustices qu'il a vécues toute sa vie. L'ascension politique, d'un révolutionnaire à un dirigeant. En 1889, Staline quitte le séminaire de Gori pour rejoindre le parti bolchevique dirigé par Lénine. Il s'engage dans la lutte révolutionnaire contre le tsarisme. Pendant plusieurs années, il mène des actions révolutionnaires, notamment des activités de raid de banque, en tant qu'agent du parti bolchevique pour financer le mouvement. Il devient un organisateur clé au sein de la section géorgienne du parti et gagne progressivement l'attention de Lénine, qui le voit comme un cadre efficace et déterminé, bien que parfois autoritaire et impitoyable. Staline se distingue par sa capacité à manipuler les autres et à manœuvrer habilement dans les coulisses de la politique bolchevique. Cependant, sa brutalité et sa nature autoritaire commencent à émerger. Il commence à éliminer les rivaux internes au parti, ce qui ne tarde pas à lui permettre de se hisser en position de pouvoir. À travers son contrôle des organisations secrètes, de l'appareil de sécurité et de l'armée rouge, Staline devient l'un des plus proches alliés de Lénine. La révolution russe et l'ascension au pouvoir. La révolution d'octobre 1917 voit les bolcheviks prendre le pouvoir en Russie. Lénine et ses partisans renversent le gouvernement provisoire dirigé par les mencheviks et les modérés. Staline, désormais membre du comité central, joue un rôle clé dans l'administration des territoires sous contrôle bolchevique. Il devient commissaire du peuple aux nationalités et met en œuvre une politique de répression violente contre les opposants. Staline est impitoyable et sa stratégie consiste à éliminer tous ceux qui s'opposent à lui, souvent par des méthodes brutales. Lénine, gravement malade, commence à se retirer de la vie politique et Staline commence à se positionner comme son successeur naturel. Bien que Trotsky soit un dirigeant révolutionnaire charismatique et compétent, Staline le perçoit comme une menace. Le dirigeant géorgien commence alors à manipuler les factions du parti et à gagner le soutien des cadres clés pour écarter Trotsky du pouvoir. En 1922, à la mort de Lénine en 1924, Staline est en position de force. Il prend la tête du parti communiste et commence à remodeler l'URSS selon sa propre vision. Sa première action notable est de concentrer le pouvoir entre ses mains. Il utilise la terreur politique, éliminant tous les rivaux et centralisant progressivement les pouvoirs. Le premier grand purge commence alors où des milliers de cadres bolcheviks sont exécutés ou envoyés au goulag, le système de camps de travail forcés. La dictature et les purges. Avec la consolidation du pouvoir, Staline transforme l'URSS en un régime totalitaire. Les réformes économiques qu'il met en place sont brutales, mais efficaces pour un certain temps. La collectivisation des terres agricoles, un processus par lequel les paysans sont forcés de remettre leurs terres à des fermes collectives, se solde par une catastrophe humaine. Des millions de paysans meurent de famine, notamment dans la région de l'Ukraine.
où l'Holodomor, une famine artificielle imposée par Staline, tue des millions de personnes. En parallèle, Staline mène des purges massives au sein du Parti communiste et dans la société soviétique en général. Dans les années 1930, les grandes purges voient des centaines de milliers d'individus, y compris des hauts fonctionnaires du gouvernement, des militaires et des intellectuels, accusés de trahison et exécutés sans procès. Le goulag devient un instrument clé de répression, et des millions de personnes sont envoyées dans des camps de travail forcés où la mort et la souffrance sont omniprésentes. La Seconde Guerre mondiale et l'URSS sous Staline. Staline prend une décision cruciale en 1939 lorsqu'il signe le pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Ce pacte, tout en permettant à l'URSS de se préparer pour la guerre à venir, surprend le monde entier. Staline espérait ainsi éviter une confrontation immédiate avec l'Allemagne et gagner du temps pour moderniser l'armée soviétique. Cependant, le 22 juin 1941, Hitler rompt le pacte et envahit l'URSS lors de l'opération Barbarossa. La guerre totale entre l'URSS et l'Allemagne nazie commence. Au début de la guerre, les forces soviétiques subissent des défaites catastrophiques. Cependant, Staline, à la fois autoritaire et pragmatique, réussit à galvaniser la population et à mobiliser l'énorme machine de guerre soviétique. Le Blitzkrieg nazi rencontre une résistance féroce à Stalingrad et à Leningrad, où les soviétiques, soutenus par une propagande intense, repoussent les forces de l'Axe. L'URSS sous Staline devient un acteur déterminant dans la victoire des Alliés, mais non sans un coût humain dévastateur. L'après-guerre. L'URSS comme superpuissance et les purges post-guerre. Après la victoire contre l'Allemagne nazie, Staline se tourne vers la guerre froide. L'URSS, désormais une superpuissance mondiale, se lance dans une lutte idéologique et géopolitique avec les États-Unis. En Europe de l'Est, Staline impose des régimes communistes satellites, consolidant son pouvoir à travers le bloc de l'Est. Les purges continuent, avec l'élimination de tout élément jugé déloyal. Staline mène une politique de répression, n'hésitant pas à envoyer de nouveaux millions de personnes dans les camps de travail ou à les exécuter. La terreur d'État reste omniprésente en URSS et toute forme d'opposition est systématiquement écrasée. La mort de Staline est la fin d'une ère. Le 5 mars 1953, Joseph Staline meurt d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 64 ans. Sa mort plonge l'URSS dans une période de chaos et de lutte pour le pouvoir. Bien que Staline soit mort, l'héritage de sa dictature perdure. Des millions de personnes ont péri sous son régime et les séquelles de la terreur stalinienne continuent d'affecter l'URSS longtemps après sa disparition. Sa mort marque la fin d'une époque, mais son influence reste omniprésente dans la politique soviétique pendant encore de nombreuses années. En 1956, sous le leadership de Khrouchtchev, l'URSS commence un processus de déstalinisation, condamnant les crimes de Staline et cherchant à effacer une partie de son héritage. Joseph Staline restera dans l'histoire comme l'un des plus grands dictateurs du XXe siècle. Son ascension au pouvoir, sa consolidation autoritaire, ses purges et son rôle central dans la Seconde Guerre mondiale marquent un tournant pour l'URSS et le monde. Il a imposé une terreur systématique, détruit des vies par millions et forgé un empire fondé sur l'intimidation, la répression et la manipulation. Son héritage, marqué par l'horreur et la souffrance, demeure une tragédie pour des générations entières de Russes et de peuples sous son joug. Mais Staline est aussi un symbole de la dangerosité de l'autoritarisme, de la brutalité politique et de la manière dont le pouvoir peut être utilisé pour détruire non seulement des individus, mais aussi des nations entières.